Dans cette troisième leçon de grammaire, on va parler des classes de verbes. Alors, on va voir la différence qu'il y a pour l'énonciation d'un verbe en français et en arabe. Pour énoncer un verbe en français, on va le présenter sous la forme de ce qu'on appelle l'infinitif. On va dire le verbe faire, le verbe travailler et le verbe écrire. Donc, ces verbes-là sont à l'infinitif. Et ces verbes-là correspondent en arabe à respectivement fa'ala pour faire, amila pour travailler et kataba pour écrire. Et en fait, on va voir que ces formes-là en arabe, eh bien, c'est pas l'équivalent vraiment de l'infinitif en français, mais ça correspond à une forme particulière et pour une raison précise. En fait, en français, on dira qu'on énonce le verbe à l'infinitif, comme on l'a vu ici, mais en arabe, ce qu'on utilise, c'est le verbe conjugué à la troisième personne au masculin singulier au parfait, c'est-à-dire le passé. Et pourquoi on a choisi cette forme pour présenter les verbes en arabe? Eh bien, parce que ces formes-là ne contiennent que les trois lettres de la racine du mot à la base. Alors maintenant, on va voir qu'il existe trois classes de verbes différentes. Et pour chacune des classes, eh bien, lorsqu'on aura un verbe en arabe, il sera soit trilitère, soit quadrilitère, soit primitif, soit dérivé, soit régulier, soit irrégulier. Alors, un verbe trilitère, c'est tout simplement un verbe qui va être constitué d'exactement trois lettres. On a dit dans une précédente vidéo que l'arabe était une langue trilitère parce que, dans la majorité des cas, les mots sont basés sur une racine trilitère. Mais il existe aussi des verbes qui possèdent quatre lettres à la racine, et c'est ce qu'on appelle les verbes quadrilitères. Alors par exemple, j'ai deux verbes ici. Le verbe amila, on a vu qu'il signifiait travailler. Il est constitué de trois lettres, le ayn, le mim et le lem. Bien, il existe aussi des verbes dont la racine comprend quatre lettres, comme par exemple le verbe tarjama, qui signifie traduire. Et d'ailleurs, comme on l'a vu précédemment, eh bien, ces verbes-là signifient également il a travaillé, il a traduit, puisqu'on a dit qu'on présentait les verbes en arabe sous la forme conjuguée au passé à la troisième personne masculin du singulier. Donc voilà, amila comprend trois lettres, et tarjama les quatre lettres ta, ra, jim et mim. Ensuite, on dirait qu'un verbe est primitif lorsqu'il ne présente que les lettres qui sont présentes à la base dans la racine. Parce qu'en fait, il faut savoir que pour chaque verbe en arabe, on peut en obtenir ce qu'on appelle des formes dérivées en ajoutant certaines lettres spécifiques à ce verbe. Et ces lettres qu'on va ajouter au verbe primitif pour en obtenir des verbes dérivés, c'est ce qu'on appelle les lettres serviles. Elles sont au nombre de 7, le alif, le ta, le sin, le mim, le noun, le waw et le ya. Alors pour retenir ces lettres, au lieu de les retenir dans cet ordre-là, eh bien, les grammairiens construisent un mot, ou plutôt un verbe, qui est sa'altumuniha, qui signifie vous me l'avez demandé. Et en fait, le fait de retenir sa'altumuniha, ça permet de retenir chaque lettre servile qui pourrait être ajoutée à un verbe primitif, c'est-à-dire une racine sans modification, pour pouvoir obtenir un verbe dérivé. On va voir un exemple. Si je prends le verbe ghafara, qui signifie pardonner, c'est un verbe trilitère et il ne contient que les trois lettres de la racine. Donc, ici, on a un verbe primitif, et en fait, le verbe qu'on a en dessous, eh bien, il contient non seulement les trois lettres Rain, Fa et Ra, mais on peut voir ici qu'on y a ajouté trois lettres. Et est-ce que ce sont des lettres serviles? Oui, puisqu'on retrouve le alif qui est support du hamza qu'on avait ici. Bon, le hamza est en dessous, mais c'est la même chose, qu'il soit au-dessus ou en dessous, on dit que le alif est support du hamza. On retrouve le sin qui était là, et le ta qui est ici. C'est pourquoi on dira ici que Ghafara est un verbe primitif, et comme à cette racine, on a ajouté, pour obtenir istaghfara, le ista au début, eh bien, ce verbe qu'on a obtenu ici est dérivé du verbe primitif ghafara. Et à quoi ça va servir d'ajouter des lettres serviles? En fait, les verbes dérivés, issus de verbes primitifs, vont ajouter une signification particulière au sens et à l'idée qui était derrière le verbe de base. Donc ici, en l'occurrence, ghafara, comme je l'ai dit, signifie pardonner. Eh bien, istaghfara va signifier implorer le pardon. Et ça, c'est une règle qui s'appliquera dans la plupart des cas. Lorsqu'on rajoute ista devant un verbe, eh bien, ça fait référence à une demande. Enfin, un verbe peut être régulier ou irrégulier. Alors la règle qu'il faut retenir, c'est celle qui va permettre de déterminer l'irrégularité d'un verbe. Et lorsque ce verbe ne correspondra pas aux règles de cette irrégularité, eh bien on dira qu'il est régulier. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que on dit qu'un verbe est irrégulier si soit
les deux dernières lettres sont identiques, ou alors s'il contient les trois lettres suivantes, soit le waw, soit le ya, ou que dans sa racine, il contient une lettre qui joue le rôle de support du hamza. Et donc ces deux règles-là suffisent à dire si un verbe est irrégulier. Donc tout simplement, s'il ne respecte pas ces règles, si un verbe ne vérifie pas l'une ou les deux de ces règles, eh bien il sera régulier. Alors pour terminer, on va faire un petit exercice. On va choisir la couleur bleue pour les verbes réguliers et la couleur jaune pour les verbes irréguliers. Alors je t'invite à mettre pause cette vidéo quelques secondes et dire dans l'ordre de chaque verbe ici, à chaque fois s'il est régulier ou irrégulier et pourquoi. Alors on va commencer par le verbe sa'ala. Donc ici il manque une fatha sur le sin, donc ça donne sa'ala qui signifie demander. Alors est-ce que c'est un verbe irrégulier? La première règle dit les deux dernières lettres sont identiques. Ici les deux dernières lettres du verbe sont le alif qui est support du hamza et le lam. Donc ce sont deux lettres différentes. Cette première règle n'est pas vérifiée. Ensuite, est-ce qu'il contient les lettres ya, waw ou hamza? Eh bien oui, puisqu'on a vu que la deuxième radicale, c'est-à-dire la deuxième lettre du verbe, est un alif qui est support du hamza. Donc on retrouve bien le hamza dans le verbe sa'ala, ce qui fait que c'est un verbe irrégulier. Ensuite, le verbe dakhala. Quelles sont les lettres qui forment la racine de ce verbe? Le del, le kha et le lam. Est-ce que les deux dernières lettres sont identiques? Non, on a le kha et le lam qui sont différentes. Est-ce qu'il contient ya, waw ou hamza? Non, c'est donc un verbe régulier. Ensuite, on a ahabba. Alors là, d'ailleurs, petite question, combien de lettres compose ahabba? La réponse est 4. Pourquoi 4? Alors on pourrait penser que c'est 3, puisqu'on a le alif ici, le ha et le ba. Mais en fait, que signifie ici, en arabe, la présence du shedda ici, qui permet d'insister sur le ba, pour dire ahabba? La présence du shedda, ça signifie littéralement qu'ici on a la présence de deux ba. Le premier est un ba muni d'un sukoun, et le deuxième est un ba muni d'une fatha. Donc c'est comme si on avait ici ahabba. Et donc, ba sukoun plus ba fatha donne ba avec shedda. Donc ici on a bien 4 lettres, et les deux dernières lettres sont deux ba, qui sont donc identiques, et donc le verbe est irrégulier. Ensuite on a le verbe wasala. Est-ce que les deux dernières lettres sont identiques? Non, on a le sad et le lam. Est-ce qu'il contient ya, waw ou bien hamza? Oui, le waw ici qui est la première lettre du verbe. Donc c'est un verbe irrégulier. Le verbe radiya. Est-ce que les deux dernières lettres sont identiques? Non, on a le dad et le ya. Est-ce qu'il contient ya, waw ou hamza? Oui, la dernière lettre du verbe est un ya, et donc le verbe est irrégulier. Et enfin, le verbe qatala. Les deux dernières lettres sont différentes, on a le ta et le lam, et il ne contient ni ya, ni waw, ni hamza. C'est donc un verbe régulier.